Le 26 minutes sport. Score. Résultats. Analyse. Interview. Afrique. Monde. L'information au centre de l'événement. Un rendez-vous hebdomadaire pour développer l'actualité sportive africaine. 26 minutes sport. Le sport dans tous ses états. Sur Ifriqiya FM. Sur Ifriqiya FM. Salutations l'Afrique, Salama, Nagadef, Ndjaraman, Ayon, Boto, à tous les auditeurs de Ifriqiya FM, la voix africaine faite par des Africains, pour les Africains. Mes sœurs et frères, bonjour à tous et bienvenue dans 26 minutes sport au programme aujourd'hui. Le cyclisme, on reviendra sur le Tour d'Algérie qui a débuté hier. La suspension de la Fédération du Congo de football par la Fédération internationale, la FIFA. Une ingérence du ministère a fait que la FIFA suspend le football congolais. Enfin, on parlera des Algériens à l'Olympique de Marseille, la venue de Gouiri et Benasser dans le club phocéen très cher au peuple algérien. Ce club-là, il a connu beaucoup d'Algériens, dont Djamel Belmadi, Brahim Hamdani et le premier président de l'Algérie indépendante, le défunt Ahmed Ben Bella, qui était le premier président africain et mondial à être joueur de football professionnel avant un certain George Weah, ex-président du Libéria. On commence avec Rachid Belarbi, journaliste algérien. Il va nous parler de cette venue des joueurs algériens, ce retour des Algériens à la cité phocéenne, une ville où la communauté algérienne, elle est très très bien implantée. Rachid Belarbi, journaliste expert, votant pour le titre du meilleur joueur de la FIFA. Bonjour Rachid, un plaisir de te retrouver, cher Rachid. Bonjour Walid, très heureux comme toujours de discuter football avec vous, avec toutes les auditrices et tous les auditeurs d'Ifriqiya FM. Rachid, comment tu vois la venue des Algériens à l'OM? Il est clair que le recrutement de Amin Gouiri et de Smaïl Ben Nasser par l'Olympique de Marseille est un recrutement doublement qualitatif. Vu la valeur intrinsèque des deux joueurs et leur valeur sur le marché des transferts, on ne peut que se réjouir pour le club phocéen. D'autant plus que ce sont deux joueurs avec des profils qui manquent à l'OM de De Zerbi. Un Ben Nasser qui a déjà acquis beaucoup d'expérience à la faveur de son passage à l'AC Milan, mais aussi en sélection nationale. Amin Gouiri qui reste à ce jour le buteur historique des jeunes catégories de l'équipe de France, des U16 au U23 avec 48 buts en 74 sélections. Quand même, ce n'est pas rien. Il a un profil de buteur, mais surtout d'attaquant très technique, comme on en trouve peu sur le marché européen ces dernières années. Et ces deux joueurs n'ont pas encore la trentaine. Amin Gouiri est à 24 ans, Ben Nasser, on est à sa 27e année. Donc ce sont des joueurs relativement jeunes qui peuvent encore se projeter dans le futur avec ce club. Et avec le jeu prôné par De Zerbi, je pense que l'OM a réussi deux sacrés coups grâce en partie au réseau de Benatia. Et sur un plan purement footballistique, Rachid, ces signatures-là de Gouiri, de Benasser, comment tu les vois? Et il est clair que sur un plan purement footballistique, l'OM est largement gagnant au change. J'ai hâte de voir ce que va donner la paire Rabiot Ben Nasser dans l'entrejeu. On a déjà eu un aperçu de ce que pouvait apporter Gouiri lors du dernier match de l'OM et la victoire face à Lyon. Donc, je pense que l'OM a réussi un très 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 joli double coup lors des derniers jours du marché hivernal des transferts. Rachid, OM avec une forte communauté algérienne, de forts supporters dans la ville phocéenne. Comment est ta lecture de cette présence, de cette relation entre le joueur algérien et les supporters du club marseillais? Tout à fait, Wally, tout à fait. Paradoxalement, bizarrement, tous les Algériens de renom qui ont joué à l'OM étaient clivants et n'ont jamais fait l'unanimité. Que ce soit le défunt Ahmed Ben Bella, le premier président de la République algérienne libre et indépendante, que ce soit Djamel Belmadi, dont on connaît l'histoire récente avec les Verts, ou bien Karim Ziani, qui a fait beaucoup pour le football algérien.
Ben Nasser et Gouiri vont perpétuer cette algérianité de l'OM en étant toutefois, en présentant plutôt toutefois un profil ou des profils plus policés, plus standards. Parce que Ben Nasser, c'est le bien-aimé du public algérien. Gouiri, le public algérien commence à le découvrir en sélection et il est très très performant. Donc, ces deux joueurs perpétuent, comme je disais, l'algérianité de l'OM et ce lien fort qui existe entre la cité phocéenne et l'Algérie, ce même lien dont a parlé Ismaël Ben Nasser il y a à peine quelques heures sur le site de l'OM, où il disait que c'était très important pour lui. Et le fait de voir tout ce public, toute cette ferveur des supporters des deux rives de la Méditerranée, le chouchouter, bien l'accueillir, que c'était très très galvanisant pour lui. Rachid, l'image du joueur algérien, alors elle est devenue plus positive au niveau des grands clubs européens? Il est clair que ce qu'a fait Riyad Mahrez ou bien Ismaël Ben Nasser, ou même ce que fait actuellement Haj Moussa, ou ce qu'a fait Slimani en son temps pour la réputation du joueur algérien, reste très très remarquable. Sauf que, disons la vérité, et disons-le franchement, l'image ou disons la réputation du joueur algérien est encore très 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 en deçà sa véritable valeur. J'ai comme l'impression que le joueur algérien est sous-estimé par rapport à ce qu'il peut apporter au club européen. On a vu ce qui s'est passé avec Youssef Attal, on a vu ce qui se passe actuellement avec Boudaoui, qui est très 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 déprécié en dépit de tout ce qu'il apporte à l'OGC Nice. Quand je dis déprécié, ce n'est pas qu'il n'est pas aimé ou qu'il n'est pas, mais il n'est pas estimé à sa juste valeur. Il souffre d'une mauvaise médiatisation, si je peux dire ça ainsi, ou d'un manque de reconnaissance et un manque de visibilité. Sinon, parce que je suis sûr que s'il avait une autre nationalité qu'algérienne, s'il était par exemple nigérian ou bien ivoirien ou même sénégalais, qu'il serait actuellement dans l'un des top clubs de la première ligue. Cette image qui colle aux joueurs algériens résulte de plusieurs facteurs. On peut citer entre autres l'absence de l'Algérie de certains événements majeurs, plutôt des événements les plus importants de la scène internationale, comme la Coupe du Monde, son irrégularité à se qualifier, les Jeux Olympiques. Tout ça fait que le joueur algérien manque un peu de reconnaissance, manque un peu de visibilité, manque un peu de médiatisation par rapport à un joueur d'égale valeur d'autres nationalités. Cette signature va-t-elle ouvrir la porte à des joueurs algériens à travers de grands clubs en Europe et surtout les clubs qui jouent la Coupe de l'UEFA et la Ligue des Champions? Espérons que ces signatures encourageraient d'autres clubs à miser sur le joueur algérien. Mais il faudrait aussi que ces joueurs bénéficient d'un bon réseau. Malheureusement, on n'a pas un bon réseau d'agents influents en Europe qui pourraient faire de la publicité pour le championnat algérien ou qui pourraient transférer des joueurs algériens comme on le voit avec d'autres. C'est ce manque de visibilité, ce manque de réseau et ce manque de réputation entre guillemets ne joue pas en faveur du joueur algérien. On a vu des pépites, on a vu des jeunes très très prometteurs qui n'ont malheureusement pas pu percer au plus haut niveau européen parce que ils n'ont pas été transférés à un âge intéressant, à un jeune âge, qui n'ont pas eu le club où ils pouvaient s'exprimer. Mais aussi, il faut dire également que des joueurs issus du championnat algérien n'ont pas vraiment donné la meilleure image de ce championnat. Je pense notamment à Youssef Blaili avec ses frasques en France. Mais espérons que avec Gouiri Ben Nasser à l'OM et tout ce que cela renvoie comme image positive de l'Algérie du football puisse servir les jeunes pousses ou les jeunes les plus beaux fleurons du football algérien. Merci Rachid Bellarbi de ta gentillesse, de ta disponibilité pour Ifriqiya FM. De Rachid Bellarbi,
On va chez Alioune Tondé de Africa Football pour parler de ce drame qui a touché le football congolais, une suspension de la FIFA. Aucune équipe va participer à une Coupe d'Afrique, soit au niveau des jeunes, soit au niveau des féminines. Alioune va nous éclaircir sur ce sujet-là qui a touché profondément le football africain. Alioune, bonjour. Une suspension de la Fédération congolaise de football. Est-ce que tu peux nous éclaircir, nous et nos auditeurs, sur cette situation et comment cette suspension est-elle venue? Bonjour mon cher Walid, très heureux de vous retrouver une fois encore pour parler du football africain. Effectivement, la FIFA a suspendu la Fédération congolaise de football et c'est principalement en raison d'une grave ingérence politique dans les affaires courantes du football congolais. Tout a commencé, mon cher Walid, en septembre 2024 lorsqu'un groupe de membres de la Fédération a organisé une assemblée générale extraordinaire pour destituer le président Jean-Guy Blaise Mayoulas. Ils ont ensuite mis en place une commission ad hoc sans respecter les procédures établies par la FIFA. Considérant cette intervention comme une violation des principes d'autonomie des fédérations, la FIFA a d'abord réagi, malgré plusieurs avertissements et aussi une mission conjointe avec la Confédération africaine de football. En novembre dernier, la situation ne s'est pas améliorée, la situation n'a pas été rétablie. Tous les efforts donc de la FIFA et de la CAF n'ont pas prospéré. Puis encore, le tribunal arbitral du sport a tenté d'annuler les décisions contestées, mais elles sont restées lettres mortes. Mon cher Walid, c'est cette accumulation d'irrégularités qui a conduit donc la FIFA à sanctionner fermement la Fédération congolaise de football. Les conséquences, ils sont lourdes pour le football congolais, cher Alioune. Oui, mon cher Walid, les conséquences sont très lourdes. Dès l'annonce de la sanction de la FIFA, toutes les équipes nationales congolaises, des A aux catégories de jeunes, sont exclues des compétitions internationales organisées par la FIFA et la CAF. Les clubs engagés dans les tournois africains subissent aussi le même sort. C'est-à-dire quoi, mon cher Walid? Ça veut tout simplement dire que le Congo ne pourra plus, par exemple, poursuivre les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 qui sont en cours et dont les prochaines échéances sont prévues pour le mois de mars prochain. Mais ce n'est pas tout, la FECOFOOT paie également l'accès au programme de développement, aux formations et au financement de la FIFA et de la CAF. Pire encore, mon cher Walid, les autres fédérations membres de la FIFA ne peuvent plus entretenir de relations sportives avec le Congo. Cela veut dire quoi concrètement? Par exemple, le Bénin ne peut pas livrer un match amical, soit-il face au Congo, pendant que le Congo est sanctionné par la FIFA. Pareil pour tous les autres pays, membres en tout cas de la FIFA. Le football congolais, tout simplement, est isolé de la scène internationale jusqu'à nouvel ordre avec cette sanction de la FIFA, mon cher Walid. Est-ce que tu vois pas que c'est vraiment une sanction sévère? Mon cher Walid, la sanction peut sembler sévère et peut-être dramatique, mais elle suit complètement les règlements de la Fédération internationale de football. La FIFA, mon cher Walid, je ne vous apprends rien, insiste sur l'indépendance des fédérations et interdit toute ingérence sportive, toute ingérence politique, toute ingérence gouvernementale, toute ingérence extérieure est un totem pour la Fédération internationale de football. Elle ne pardonne pas cela. Et parlant de la Fédération congolaise de football, c'est une fédération qui a eu plusieurs occasions de rectifier la situation, de rectifier le tir, avec d'abord les avertissements de la FIFA et de la CAF, avec aussi cette mission conjointe organisée par la FIFA et la CAF, en vue tout simplement d'aplanir les divergences. Malheureusement, tout ça n'a pas prospéré. Puis, vous avez vu, même le TAS, c'est le dernier recours au niveau du sport, le tribunal arbitral du sport, qui a pris des décisions et ces décisions n'ont pas été respectées par les acteurs du football congolais. Donc, cela dit, un dialogue plus constructif aurait pu éviter cette situation douloureuse
pour les passionnés du football au Congo. Si les dirigeants congolais avaient trouvé un compromis avec la FIFA et la CAF un peu plus tôt, on n'en serait probablement pas là. Malheureusement, le manque de consensus, effectivement, mon cher Walid, et la résistance de la commission ad hoc ont tout simplement mené à cette sanction inévitable. J'aimerais bien savoir, Alioune, est-ce qu'un retour est possible ou pas dans ces circonstances-là? Walid, le retour du Congo sur la scène internationale dépend aujourd'hui d'un élément clé, la réintégration du comité exécutif élu en 2022. La Fédération internationale de football exige que la Fédération congolaise de football fonctionne conformément à ses statuts et sans intervention politique, sans intervention extérieure. Pour cela, mon cher Walid, plusieurs actions sont nécessaires. D'abord, annuler les décisions prises par la commission ad hoc, réinstaller le comité dirigé par Jean-Guy Blaise Mayolas et garantir donc l'indépendance totale et absolue de la Fédération congolaise de football par rapport aux autorités politiques. Une fois ces conditions réunies, la FIFA pourra lever la suspension, mais le processus pourrait prendre du temps, aux grandes dames donc de tous les acteurs du football congolais. L'Afrique, ces dernières années, a connu beaucoup de suspensions, non? Ah oui, mon cher Walid, l'Afrique a connu plusieurs cas de suspension pour ingérence politique, pour ingérence extérieure de son football. Le Nigeria en 2010 et 2014, le Bénin en 2016, le Tchad en 2021 ou encore plus récemment le Kenya et le Zimbabwe en 2022, je crois bien, ont tous été sanctionnés pour des situations pareilles. Actuellement, le Cameroun est sous haute surveillance, on va le dire comme ça. Le conflit ouvert entre la Fédération camerounaise de football dirigée par la légende Samuel Eto'o et le ministère des Sports, notamment après la nomination controversée du Belge Marc Brice comme sélectionneur par le gouvernement, inquiète forcément la Fédération internationale de football. Si la situation n'est pas rapidement clarifiée, si les tensions ne sont pas rapidement aplanies, le Cameroun pourrait être le prochain pays sanctionné par la FIFA, mais on ne le souhaite pas parce que là on parle quand même d'un pays quintuple champion d'Afrique, un pays qui a connu de grands noms du football africain et international. D'autres pays comme le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire ont connu des tensions similaires, mais ils ont réussi à éviter la suspension grâce à un dialogue plus souple entre les différentes parties. On va dire, Aline, j'aimerais bien savoir doivent faire les fédérations alors pour éviter ce genre d'incident? Walid, moi je pense que les fédérations doivent avant tout garantir leur indépendance et respecter scrupuleusement les règlements de la Fédération internationale de football. Cela passe par exemple par plusieurs bonnes pratiques, éviter toute intervention du gouvernement dans la gestion des affaires sportives, les nominations, les destitutions, les décisions administratives, tout ça doit être pris en interne sans pression extérieure. Il faut aussi favoriser le dialogue en cas de crise. Lorsque les tensions naissent, il est donc important d'impliquer la FIFA et la CAF en amont pour éviter des sanctions irréversibles. Il faut aussi respecter les mandats électoraux. Les comités exécutifs élus doivent aller au bout de leur mandat, sauf en cas de violation grave des règlements internes. Former aussi les dirigeants sportifs, beaucoup de crises naissent d'une mauvaise connaissance des statuts, des règlements en vigueur. Une meilleure formation donc des acteurs du football africain permettrait d'éviter ces erreurs. Donc je pense, mon cher Walid, qu'en appliquant ces principes, les fédérations africaines peuvent prévenir les conflits et assurer donc une stabilité durable pour le bonheur de notre football, pour le bonheur du football africain. Est-ce que, selon toi, ce genre de suspension vont impacter l'image du football africain? Oui, mon cher Walid, cette suspension impacte de manière négative l'image du football africain au niveau international. Chaque suspension renforce naturellement l'image d'un football africain mal organisé, d'un football africain sujet à des crises récurrentes, répétées, et cela affecte la crédibilité des institutions. Cela nuit aussi à l'attractivité des compétitions continentales. De plus, ces sanctions pénalisent les joueurs,
les principaux acteurs parce qu'ils se retrouvent désormais privés de compétitions internationales et les clubs qui perdent en visibilité. Vous imaginez les clubs congolais qui ont passé les derniers mois à se préparer, à faire des transferts, à enregistrer de nouveaux joueurs, à payer des salaires, à enregistrer de nouveaux coachs, de nouveaux staffs et à débourser dans des équipements. Aujourd'hui, tout ça tombe à l'eau, tout ça s'arrête d'un coup. C'est vraiment du gâchis. Donc, moi, je pense que le football africain a besoin de stabilité pour progresser. Le football africain a besoin de crédibilité pour briller. Le football africain, mon cher Walid, a besoin d'une certaine fiabilité pour s'imposer au plan international. Alors, chaque crise qui survient vient tout simplement freiner son développement, vient tout simplement freiner le bel élan de développement auquel tous, en tant qu'Africains, nous aspirons pour notre football. Que faut-il retenir à Lyon de cette situation? Nous, Africains, aimons ce sport-là. Mon cher Walid, que retenir de cette situation? Cette affaire nous rappelle tout simplement une règle importante. Le football doit être géré par des acteurs du football. Le football ne se gère pas par des interventions politiques, pas des interventions extérieures. La FIFA ne tolère aucune ingérence et elle applique des sanctions strictes en cas de non-respect. Pour éviter ces crises, les fédérations africaines doivent impérativement respecter leur propre statut. Mon cher Walid, ce n'est pas trop demandé que de dire aux gens de respecter leur règlement. Une institution sérieuse, une institution fiable, une institution crédible doit pouvoir être en mesure de respecter ses statuts et ses règlements. Il faut aussi anticiper les conflits. Et quand des tensions surviennent, il faut toujours privilégier le dialogue. Tout simplement parce que, mon cher Walid, seule une gouvernance stable et transparente permettra au football africain de progresser et de rivaliser avec les autres continents. Le Congo, comme d'autres pays avant lui, doit maintenant rectifier le tir. Plus vite la situation sera réglée, plus vite le football congolais pourra retrouver sa place sur la scène internationale et plus vite surtout le ballon va pouvoir enfin rouler de façon réglementaire sur le sol congolais pour le plus grand plaisir de ces milliers de jeunes Congolais qui ne demandent qu'à taper dans un ballon, qui ne demandent qu'à concrétiser leur rêve de devenir footballeur dans un environnement stable, transparent et fiable. Merci à Lyon Toundé de ta gentillesse, de ta disponibilité pour Ifriqi FM. On te remercie. On finit avec le cyclisme, le Tour d'Algérie. Il a commencé hier, il se termine le 18 février. Le Tour d'Algérie, parmi les plus beaux tours en Afrique. L'Algérie, grande nation du cyclisme, beaucoup de coureurs cyclistes dans les années 60. Ce sport-là, il est redevenu populaire avec une grosse écurie, l'écurie Madar, qui regroupe des Africains, un Éthiopiens, je crois, un Sud-Africain. Pour en parler, on a notre ami Ronan. Ronan, il est spécialiste mais passionné de cyclisme pour nous parler de ça. Bonjour Ronan. Bonjour Walid et bonjour aux auditeurs d'Ifriqi FM. Ronan, comment tu vois le Tour d'Algérie? Est-ce que le cyclisme algérien est revenu en Afrique? Tout à fait, même si ça reste un long processus, il y a beaucoup de signes encourageants concernant le développement du cyclisme africain en général. C'est la 3e édition d'affilée du Tour d'Algérie qui est enregistrée à l'UCI, et donc déjà un certain gain de stabilité. Il y a la longueur de ce tour, 10 étapes, qui le place aussi sur la carte du cyclisme africain. Car seul le Tour du Maroc et le Tour du Cameroun proposent une telle longueur. Quand même des courses plus renommées comme le Tour du Rwanda ou l'ancienne Tropicale Amissa Bongo ne diraient pas au-delà d'une semaine. Son retour au niveau UCI est encore assez récent, 3 ans maintenant, pour tirer de véritables enseignements sur son impact sur le cyclisme africain, mais à coup sûr, c'est par plus de courses et des épreuves qui deviennent des références à l'échelle continentale que le cyclisme africain pourra aussi progresser. Un aspect qui me semble aussi intéressant, c'est que 3 courses d'une journée sont organisées avant et après le Tour d'Algérie. Le Grand Prix Sakiat Sidi Youssef que j'évoquais tout à l'heure, qui a d'ailleurs été remporté par le jeune érythréen Maekele que je nommais tout à l'heure. Mais il y aura aussi à l'issue du Tour le Grand Prix Sonatrach, puis le Grand Prix de la ville d'Alger. Plusieurs organisations africaines ont pris ce modèle d'au moins une course supplémentaire, accompagnant l'épreuve principale de plusieurs jours. Ça peut aussi attirer davantage les équipes étrangères, parce qu'avoir plus d'épreuves rentabilise en quelque sorte davantage le voyage
Ici, les 14 équipes participantes ont donc 4 courses à leur programme, donc plus d'opportunités de scorer des résultats, de marquer des points dans les classements UCI, etc. Ronan, aussi, on aimerait bien savoir comment tu vois le tour au niveau international et au niveau ambition des équipes et au niveau vraiment, on va dire, sur les qualités intrinsèques des coureurs. Alors si l'organisation actuelle du Tour d'Algérie est ambitieuse, je trouverais logique qu'elle cherche à monter en niveau. Actuellement, la course est en catégorie classe 2, donc le plus bas niveau du calendrier UCI. Cela n'empêche pas d'avoir des courses passionnantes avec de bons cyclistes, mais ça reste un plafond assez bas par rapport aux grandes compétitions internationales. Rien qu'une montée dans la catégorie supérieure, classe 1, serait bénéfique. La course rapporterait plus de points marqués pour les coureurs et pourrait donc inciter la participation de plus grosses équipes. Au niveau classe 1 en Afrique, il n'y a actuellement que le Tour du Rwanda fin février, après la disparition l'an dernier de la Tropicale Amissa Bongo au Gabon qui était aussi une référence sur le continent africain. Assurément, il y a donc la place sur une saison de cyclisme pour davantage d'épreuves d'un niveau plus élevé en Afrique, qui opposerait de belles équipes d'Europe et le meilleur du cyclisme africain. Puis justement, avec cette date actuelle courant février, mais une montée en catégorie, un Tour d'Algérie renforcé pourrait apparaître comme une course idéale pour les équipes européennes afin de lancer leur saison, comme l'était la Tropicale avant, ou le sont actuellement diverses courses au Moyen-Orient, entre l'Arabie Saoudite, Oman, les Émirats Arabes Unis. Si les équipes peuvent faire le voyage là-bas, il ne devrait pas y avoir de grandes contraintes logistiques pour un vol de l'Europe vers Alger, Oran ou Constantine. Là encore, ça peut être le premier pas d'une réaction en chaîne. Qui dit une course d'avantage reconnue et d'un plus haut niveau, dit peut-être une diffusion directe à la TV, qui dit une plus grande exposition internationale. Bien sûr, qui dit montée en catégorie dit un plus grand budget assemblé pour l'organisation, et un cahier des charges encore plus dense à respecter. Mais en tout cas, l'opportunité de pérenniser le Tour d'Algérie dans les prochaines années me paraît une possibilité pas si éloignée. Merci Ronan, le Tour est, on va dire, il est en voie de développement. Le Tour d'Algérie a de grandes chances d'être à nouveau une épreuve passionnante. Tout d'abord, à en croire la liste de départ de la première course en préambule du Tour, le Grand Prix Sakat Sidi Youssef ce samedi 8 février. Seules 14 des 17 équipes attendues se sont finalement présentées en Algérie. Sont finalement absentes la sélection nationale d'Égypte et les équipes ASC Monsters d'Indonésie et China Glory Mentec. Cette dernière est très en vue sur le circuit asiatique et aurait pu être un bel épouvantail sur ce Tour d'Algérie, avec des cyclistes et un staff très expérimenté, passés par des tops équipes de la première division mondiale, le World Tour. Cependant, sur les 14 équipes présentes, 80 participants environ, on trouve plusieurs noms intéressants à retenir. Évidemment, il y a le tenant du titre de l'édition 2024, Nassim Saïdi, qui évoluera sous les couleurs de l'équipe nationale d'Algérie. Sans gagner d'étape l'an dernier, c'est sa régularité qui avait fait la différence pour gagner le classement général au bout des 10 jours de compétition. Par contre, ses coéquipiers cette année sont tous très jeunes, encore dans la catégorie espoir, quand Saïdi, lui, a 30 ans. Sur la longueur de la course, il aura peut-être moins de soutien que les leaders d'autres formations. C'est d'ailleurs tout le contraire pour la Madar Pro Cycling Team, la seule équipe algérienne enregistrée en catégorie continentale à l'Union Cycliste Internationale, soit le 3e échelon du cyclisme mondial. C'est simple, ils ont décidé d'aligner leur équipe type, leurs 6 meilleurs coureurs sur le papier. Azzedine Lagab a déjà remporté 2 Tours d'Algérie en 2011 et 2018, un signe de sa belle longévité à maintenant 38 ans. Youssef Reguigui et Yassine Hamza seront tous les deux redoutables sur les arrivées groupées au sprint, et leurs 3 autres coéquipiers ne sont pas en reste. Hamza Amari a notamment terminé 2e au Gabon d'une Tropicale Amissa Bongo, entouré de professionnels européens alors qu'il avait tout juste 20 ans. Et enfin, les frères Hamza et Islam Mansouri seront à surveiller, eux qui ont terminé vainqueurs et dauphins du Tour d'Algérie en 2022. Peu importe le scénario des étapes, les 6 coureurs de Madar ont de quoi se montrer à leur avantage. Les autres équipes algériennes n'ont peut-être pas de quoi jouer la victoire finale, mais aucun doute qu'elles sauront animer la course avec beaucoup de jeunes coureurs impatients de se frotter à la fois aux références locales et à une belle opposition internationale. Et parlons-en d'ailleurs de l'international. Depuis dans un premier temps, l'équipe nationale d'Érythrée, qui a fait le choix de la jeunesse. 5 de ces 6 coureurs ont moins de 23 ans. Le cadet du groupe sera le nom à suivre, Milkias Maekele. Déjà présent l'an dernier, il avait remporté une étape à Bouira et terminé 13e du classement général. Et en octobre dernier, il finissait 6e du championnat d'Afrique chez les élites sur les routes du Kenya. On tient là un vrai potentiel en train de se révéler. Et il reste la même problématique que l'équipe nationale algérienne, un possible manque d'expérience pour le soutenir sur la longueur des 10 étapes, si jamais ils doivent prendre la course à leur compte. Le vainqueur des Jeux africains 2024 sera aussi au départ, Alexandre Mayer, dans la sélection nationale de l'île Maurice. Sa présence l'an dernier dans une équipe continentale anglaise l'a bien fait progresser en s'exposant au cyclisme européen.
Dans l'équipe néerlandaise Univers Cycling Team, Stéphane Verhoef vient de remporter fin de janvier le Tour du Sahel en Mauritanie et arrive donc plein de confiance et en bonne forme en Algérie. Sinon, chez les Allemands du team Stork, on chassera probablement les étapes avec Lucas Carstensen, très souvent vainqueur sur des courses en Asie, tandis que pour le team Flanders belge, Rutger Wouters sera s'est déjà montré à son aise sur des courses camerounaises au burkinabé, donc il a l'expérience d'un cyclisme à l'africaine, en quelque sorte. Peu de choses à dire, par contre, sur les formations que je n'ai pas encore citées. Je doute qu'elles soient vraiment dans la bataille pour la victoire finale, mais 10 jours de course, c'est assez long. Je serai le premier avis si le tour est animé par les Italiens du team Technipes, les Suisses de CLN ou l'équipe nationale tunisienne, ou bien sûr les autres équipes locales algériennes. Est-ce qu'on peut dire que le cyclisme algérien est très bien organisé? Est-ce que ce tour-là, au niveau organisation, il est au standing international? Bon, je ne suis pas non plus dans la confidence avec des informations précises, je ne suis qu'un observateur extérieur, mais visiblement le cyclisme algérien me semble assez bien organisé. Au niveau local, les courses sont assez nombreuses pour que les cyclistes ne soient pas à l'arrêt forcé sur de trop longues périodes. Structurellement, entre les clubs, des sélections régionales ou l'équipe nationale, les athlètes peuvent profiter d'un bon encadrement, du moins en comparaison avec d'autres nations africaines, avec aussi, selon les saisons, l'équipe nationale qui va passer quelques semaines sur les épreuves en Europe, dans des pays phares de la discipline comme la France ou la Belgique. S'il fallait citer une faiblesse, peut-être je parlerais entre guillemets d'un manque d'export. En 2025, il n'y a aucun coureur algérien dans une équipe enregistré à l'UCI en dehors de l'équipe Madar. Certes, à son échelle, me semble un projet ambitieux, avec notamment le recrutement cette année d'un coureur sud-africain et d'un autre érythréen, mais c'est une équipe qui ne peut pas encore trop se frotter au top niveau mondial. Une issue pour progresser sur cet aspect serait soit peut-être une hausse des moyens entourant le projet de Madar pour davantage courir hors d'Afrique, ou alors que les cyclistes algériens se révèlent plus individuellement et attirent le regard de formation européenne, et ainsi ouvrent la voie dans les années suivantes à leurs possibles successeurs. C'est en soi un possible cercle vertueux. En s'exposant au niveau, on peut progresser dans cet autre contexte, se faire repérer, et donc mettre l'Algérie au global sur la carte du cyclisme mondial. Et on peut sinon aussi parler peut-être du plus grand potentiel de développement du cyclisme féminin algérien, les meilleures coureuses locales étant peut-être un petit peu en deçà dans la hiérarchie continentale comparée à leurs homologues masculins. Par exemple, aucune d'entre elles n'est présente dans une équipe UCI, et cela pour la 2e année de suite. Merci Ronan de ta gentillesse, de ta disponibilité pour Ifriqi FM. Merci à nos chers auditeurs. C'est la fin de 26 minutes sport. Merci de nous avoir suivis. On se retrouvera très bientôt et très vite. N'oubliez pas de liker nos pages disponibles sur Facebook, X, Instagram, et réécouter nos émissions via notre application ou sur YouTube.